IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. 98 de la bande FM. Aujourd'hui, un voyage initiatique avec les chats. Avec Leila Del Monte. Leila Del Monte est américaine, elle est spécialiste communication animale. Elle a passé son enfance sur l'île de Formentera, à côté d'Ibiza. Elle a eu de la chance. Elle a fait des études secondaires et universitaires à Paris, où elle a passé une maîtrise de religion comparée à la Sorbonne. On n'est pas très loin de la Sorbonne, là, puisqu'on est aux éditions Très Daniel, où on enregistre cette émission. Leila, bonjour. Bonjour. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé à Paris. C'était dans quelles années? Ça fait loin, je ne vais pas dire quand. Vous ne voulez pas le dire. Bon, en tous les cas, c'était pas en 68. Ah non, c'était après. Non. Ah non, quand même pas. Et donc, le souvenir de Paris, quand vous revenez, ça vous rappelle beaucoup de choses? Ah oui, moi j'adore Paris. Parce qu'évidemment, j'habite à Los Angeles en temps normal. C'est quand même pas pareil, Paris. Il y a quand même plus de choses. C'est beau et... Il y a plus de choses à Paris qu'à Los Angeles. Ah oui. D'abord, c'est nettement plus beau esthétiquement. Et pourtant, c'est la ville des anges, non? Je pense pas qu'il y a beaucoup d'anges qui restent à Los Angeles. Alors pourquoi vous avez choisi Los Angeles alors? Parce que je suis née à Los Angeles. Donc je suis née à Los Angeles et j'ai été élevée ici, entre Paris et l'Espagne. Et ensuite, je suis retournée à Los Angeles où, quand mes enfants sont nés en Espagne. Et je suis retournée vivre à Los Angeles. Voilà. D'accord, donc cette communication animale, elle est arrivée comment dans votre vie? Alors, je ne peux pas vraiment dire qu'elle est arrivée. Parce qu'en fait, quand j'étais en Espagne, je suis élevée à Formentera, donc il y avait beaucoup d'animaux. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. Donc, je ne pensais pas au terme communication animale. Donc, j'entendais les pensées, j'avais des phrases entières. J'avais des sensations, j'avais des images, je savais des choses. Mais pour moi, c'était normal. Enfin, ça faisait partie de ma vie, voilà, de mes expériences de vie. Et donc ensuite, quand j'ai commencé à être à l'école française par exemple, et là j'ai réalisé quand même que j'avais un peu les perceptions un peu différentes des autres personnes. Et mes parents aussi dans le milieu familial, mais je gardais ça quand même assez caché parce que je voulais être pareil que les autres, je voulais pas être différente. D'accord, donc c'était quels animaux qui vous parlaient, on peut dire tous ou... Alors dans l'île, ce qu'on avait principalement, on avait des chèvres, des ânes, des moutons, il y avait 3 chevaux et une vache. Dans l'île, il n'y avait pas beaucoup de... Oui, c'est petit, oui, c'est tout petit. Ouais. Oui. Mais c'est juste à côté d'Ibiza. Il y avait des cochons, il y avait des poules. Voilà, oui, c'est juste à côté d'Ibiza. Oui. Alors, donc, vous arrivez à Paris et là, il y a beaucoup moins d'animaux. Il y a beaucoup moins d'animaux. Enfin, on passe le temps, parce que mes parents sont écrivains. Et donc, on passait le temps, l'école en hiver, c'était à Paris. Et puis après, le reste du temps, on allait à Formentera et mes parents écrivaient. Donc, on restait pas mal de mois sur Formentera. Donc, vous n'aviez pas d'animaux domestiques? Non, il n'y avait pas d'animaux domestiques dans la maison de mes parents. Et pourquoi? Parce que c'était trop compliqué à gérer? Trop compliqué pour mes parents, parce que à cause des voyages et des déplacements. Donc, vous avez connu des chiens, des chats quand même? Oui, bien sûr. Et puis, parce que sur l'île, il y avait beaucoup d'animaux on allait régulièrement au même endroit dans la ferme. Donc, j'étais élevée avec non seulement tous les animaux de ferme, mais aussi chiens, chats, etc. Alors, à quel moment vous avez décidé de pratiquer la communication animale? Alors, je vais pas tellement dire le mot pratiquer, mais en fait, c'est... Ou de vous former, vous êtes formé avec qui? Non, parce qu'en fait, c'est quand j'étais à Los Angeles, donc retour, après les enfants sont nés, tout ça à Madrid, et retour sur Los Angeles. Et donc, je travaillais beaucoup avec les gens, à part mon métier de danseuse, au niveau de guérison, en fait, si je peux utiliser ce mot-là. Je ne sais pas si on a le droit de mettre Si, vous avez le droit. Voilà, alors donc beaucoup de travail avec les personnes, avec des maladies. Et un jour, je me rappellerai tout le temps, il y a une femme qui est venue et elle m'a dit, elle a commencé à me parler de son chat. Et donc, elle m'a parlé de son chat et donc je lui ai dit des choses, ça m'est sorti tout seul. Je lui ai dit des choses sur son chat et ça a fait, mais alors ça a pris comme du feu.
Elle a commencé à le dire à des amis, à d'autres amis, à d'autres amis, à Vous d'autres lui avez amis. dit quoi sur son chat? Je m'en C'était rappelle un pas chat des- qui était encore vivant? Oui, c'était un chat qui était vivant, c'était un chat, elle avait des problématiques, je ne me rappelle pas exactement les détails, mais elle avait des problèmes, il y avait des histoires de comportement, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais je me rappelle que c'est sorti tout seul, que je commençais à lui raconter plein de choses, et elle m'a monté la photo, et j'ai commencé à lui dire des choses, et à partir de là, elle en a parlé à toutes ses amies, et ça a commencé à faire un peu boule de feu. Oui, boule de neige, boule de feu. Boule de Voilà. feu, donc. Voilà. Et ensuite, j'ai été voir une femme qui s'appelle Carol Gurney à Los Angeles, qui était une des pionnières de la communication animale. Avec Enfin, Anna Evans. non, Anna Evans, elle est d'Europe. Ça, c'est à D'accord. Los Angeles. D'accord. La vraie pionnière, c'est Penelope Smith. Donc ça, elle doit être de peut-être 35, 40 ans en arrière. Ça date. Penelope Smith, elle a écrit beaucoup de livres sur la communication animale. C'est elle qui a mis le terme communication animale. D'accord. Et donc, une des personnes qui est après elle, dans cette lignée-là, s'appelait Carol Gurney. J'étais la voir. Et elle m'a demandé des questions sur son cheval. Et elle avait une photo. Et donc, je lui ai voilà, c'est sorti. Et elle m'a dit, Laila, t'as vraiment un don naturel. Et elle m'a dédié son livre et elle m'a parlé. Et elle vous a formé? Non. Il n'y a pas de non, formation? Il n'y a pas de formation pour moi. C'est un don? Oui, j'aime pas trop le mot don parce que le mot don implique qu'il n'y a que moi qui peut faire et pas les autres, alors que tout le monde peut le faire. Le mot don, c'est qu'on est doué, c'est-à-dire C'est qu'on est doué, voilà. Voilà. Comme on est doué pour la danse ou le piano, voilà. Et voilà, et à partir de là, moi j'ai continué mon métier de danseuse, d'aider les personnes et tout ça. Et c'est une des personnes qui est venue ensuite aussi pour une aide physique qui s'appelle Barbara, une américaine. Et on a parlé, et là elle a dit, Laila, j'aimerais bien te ramener en France. Est-ce que tu veux venir pour faire un stage, voilà, sur les animaux? Un stage qu'elle donnait, elle? Non, moi, vous donniez, qu'elle voulait vous, que moi d'accord. je parle et que je fasse une conférence et que j'enseigne. Et ça, c'était en quelle année? Ça fait longtemps, parce que ça fait à peu près 16 ans peut-être. Je suis très très pas douée avec les Bon, dates. enfin, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Donc, première conférence. Donc la première conférence, c'était à Montbéliard, il me semble. Et c'est là où m'a vue une femme remarquable qui s'appelle Catherine Villeman, qui à l'époque dirigeait le centre équestre des Trois Frontières. Et elle est venue m'écouter. Et elle a aimé, et on a tout de suite, il y a eu un rapport de beaucoup d'amitié entre nous. Et là, elle m'a demandé de venir dans son centre pour les chevaux. Et c'est elle qui m'a fait rencontrer les gens de l'équipe nationale de France. Et Catherine a été très très importante dans ma vie. C'est grâce à elle que tout. Alors, il y a tout même un commencé. documentaire qui est passé sur Arte il y a quelques années. Ce documentaire Dans la peau des animaux, qui est passé sur France 5 exactement. Ça a dû aussi vous amener beaucoup de monde, ça. Oui, ça a commencé avec une télévision qu'on a fait pour l'INRES, Enquête extraordinaire. Et ça a commencé là. Et ensuite, après ça, on a fait le documentaire pour France 5, Dans la peau des animaux, qui était très important pour moi à faire parce que je voulais vraiment, vraiment montrer que les animaux ont une conscience et pas juste le chien et le chat domestiques. Donc là, dans le film, on voit qu'avec des singes, avec des corbeaux, avec des vaches, enfin c'était vraiment... D'abord, j'avais une productrice qui était extraordinaire, et aussi Valérie, et aussi le metteur en scène, Vincent. Et les animaux. Et les animaux. Mais quand on travaille pour les animaux, on travaille avec des gens, et si on est entouré avec des gens merveilleux, ça aide. Oui. Vous avez un côté hindou, vous, quand même. Vous faites de la danse indienne? Un petit peu, oui. Ouais. J'ai touché un peu, oui, à la danse indienne. Oui. C'est la façon dont vous êtes habillée qui me Je suis élevée beaucoup dans la tradition hindoue par ma mère, qui était professeure de yoga, et tout ça. Je suis élevée dans cette tradition, dans cette lignée. Alors là, vous avez écrit un dernier livre qui s'appelle Voyage initiatique avec les chats. Oui. C'est pas vraiment le dernier, il y en a un autre qui va sortir bientôt, je crois. Je suis sur 2 autres projets maintenant, oui, bientôt. Bon, ils sont pas encore sortis. Ils sont pas là encore, oui. Alors on n'en parle pas. Non. Ce voyage initiatique avec les chats raconte... les chats sont des êtres fascinants, dotés d'une sagesse telle qu'ils étaient considérés comme des demi-dieux dans l'Égypte ancienne. Ils nous hypnotisent, ils nous ensorcellent, qu'ils soient sauvages ou domestiqués. Ils apaisent et intriguent par leur besoin de solitude, d'indépendance, mais aussi par l'indéflectible amour qu'ils peuvent porter à un être humain ou à l'un des leurs. Vous vivez avec des chats ?
Alors, j'ai plus maintenant, mais j'ai eu beaucoup de chats qui ont été les grands, grands, grands amours de ma vie. Dont il y en a certains dont je raconte l'histoire ici. Et plus maintenant, parce que maintenant, malheureusement, ils sont partis. Ils sont partis de l'autre côté. De l'autre côté du miroir. De l'autre côté, oui. Et voilà. Et je voyage beaucoup maintenant, je peux plus. Je voyage beaucoup. Ça vous manque pas? Ça manque énormément, énormément, énormément. Alors ce livre est dédié à tous les chats qui nous mènent vers l'autre côté du voile. C'est vrai qu'un chat qui meurt, c'est une horreur. Oui. C'est vraiment triste, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est horrible. Il ne dure pas si longtemps que ça. En fait, un chat vit plus âgé qu'un chien, normalement. Il peut vraiment vivre jusqu'à 24 ans. Mais c'est toutes les conditions dans lesquelles on vit, avec la nutrition et les vaccins et tout ça, c'est pas très... Les vaccins, les maladies, les maladies génétiques, les toxines environnementales, tout ça, c'est... La nourriture. Oui, la nourriture. Là, ce matin, justement, j'ai un chat qui est mort, et c'était la pauvre femme, il avait le pif. Oui, moi j'avais un chat aussi qui était malade et que j'ai quand même gardé 14 ans, mais bon, pas tout à fait. On se pose des questions. Alors, votre Ninja Cat, c'est la première qui apparaît dans le livre. Oui. Alors Ninja Cat, c'est une vraie histoire, et je l'appelais vraiment Ninja Cat. Et c'est une chatte que j'ai sauvée exactement comme c'est décrit dans le livre. Et voilà, ça a été une expérience extraordinaire avec elle, de pouvoir la sauver et à travers elle, de pouvoir recevoir ces présences de lumière qui sont venues pour la soigner et la guérir. Donc ça commence avec une vraie histoire, sauf que je l'ai mise sous forme fictionnelle. Oui, mais il y a d'autres choses aussi qui sont des vraies histoires dans votre livre. Hein. Oui. Par contre, vous avez trouvé Amon de Sekhmet, tout petit, ça c'est une histoire inventée, ça. Ça c'est de la fiction, oui. Alors, mais ce qui est étrange avec la partie de fiction, j'avoue, quand j'ai écrit ce livre, c'est que vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça allait tout seul. Oui, ça vous a été guidé. C'est vraiment bizarre. Parce que les Égyptiens l'appelaient comment, le mot? Le Mao. Le Mao. Oui, je prononce comme je pense, hein, je ne sais pas. Oui, M-A-U. Oui, les Mao. Donc il y avait très peu de noms qui étaient donnés selon mes recherches. Mais ce qui était très bizarre, c'est que oui, en l'écrivant, ça allait tout seul et j'étais vraiment là-bas. Ça allait tout seul. C'est un des livres qui a été écrit vraiment tout seul. Qui a été écrit par des chats. Mais alors, c'est vrai qu'on sait tous de l'Égypte que les chats étaient sacrés, mais par contre, ils enterraient quelquefois les chats avec les personnes. Ah oui, absolument. Quand il y avait quelqu'un qui partait, ils enterraient pas que les chats, ils enterraient aussi d'autres animaux et des fois des humains, oui. Ils enterraient des humains aussi. Oui. Ça, j'en parle un petit peu dans le livre, quand le personnage a peur qu'on va lui prendre son chat et qu'on va le... Oui. Mais vous dites pas qu'on enterre des humains aussi, des serviteurs? Non, j'en parle pas dans le... Des femmes? Oui, ils enterraient aussi, bien sûr. Avec ceux qui étaient haut placés. Oui. Enfin, ils étaient enfermés dans des... Je crois que c'était peut-être pas enterrés, mais enfermés dans les pyramides, dans les tombes pyramidales. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer sur des choses que j'ai pas fait assez de recherche dessus. En tous les cas, sur les chats, c'est clair qu'on a retrouvé des chats. Ah oui, ils ont retrouvé énormément d'ossements et de lieux de funérailles avec beaucoup, beaucoup d'ossements de chats momifiés. Ils ont retrouvé, donc, oui. Oui, alors ça, c'était la partie égyptienne qui est assez intéressante parce qu'on a vraiment l'impression que vous y avez vécu. Quand j'écrivais, je disais, mais c'est pas possible. Ça venait tout seul. Alors, comment cela se fait-il que je puisse avoir ces visions si précisément? Est-ce un rêve, une autre dimension, une autre vie? C'est toute la question du livre. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ce que je voulais faire, c'est-à-dire que, évidemment, le chat est un animal tellement mystique et tellement spirituel. Et moi, je sais par certitude qu'ils vont dans d'autres dimensions quand ils accèdent à d'autres dimensions, et sûrement tous les autres animaux aussi. Et donc, je voulais vraiment pouvoir transmettre ça au lecteur, cette capacité de pouvoir se mouvoir dans différentes dimensions. Mais évidemment, c'est fait sous forme fictionnelle. C'est un livre aussi sur le choix qu'on peut faire aussi. Vous dites, de mon côté, je n'ai vraiment rien choisi non plus. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans parce que mes parents me l'ont imposé. Oui. Donc c'est une histoire vraie, ça. Non, alors moi je suis pas musicienne, je suis danseuse. Mais c'est basé sur un membre de ma famille. Et donc c'est basé sur une histoire un peu plutôt vraie d'un membre de ma famille.
Mais je voulais aussi montrer, oui, par rapport à la destinée, par rapport au choix qu'on peut faire dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup l'élément de comment créer sa réalité, comment créer sa vie. Donc ça, c'est des apprentissages que j'ai eus, notamment avec les guides de l'autre côté. Enfin, j'ai manqué de mourir, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'en parle dans d'autres livres. Mais je voulais faire passer un peu tous ces messages-là. Donc à travers les chats et à travers les personnages qui sont dans ce livre. Oui, parce que les chats sont des passeurs d'âme aussi. Je pense qu'ils sont là, si les Égyptiens les enterraient, c'est parce que le chat passe avec aider à passer de l'autre côté. Alors vous avez eu des expériences extraordinaires, vous avez fait des NDE, Alors j'ai manqué de mourir plusieurs fois et j'ai été guérie miraculeusement, extraordinairement miraculeusement. Plusieurs fois dans ma vie, j'en parle dans le premier livre, Communiquer avec les animaux. Et ensuite, j'ai eu la chance extraordinaire d'être en contact avec des guides de l'autre côté, donc qui m'ont guéri quand j'étais très très malade. Et donc ça fait 20 ans que je suis avec ces guides, c'est comme des médecins. Et beaucoup d'expériences de lumière extraordinaires. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ça n'empêche pas qu'il faut vivre sa vie et avec tous les défis de la vie et les choses de la vie. Avec toutes les ombres de cette vie. Ça ne change pas. Hein. Avec toutes les ombres de cette vie. Ah oui, on les a quand même. Alors qu'on sait que la lumière, elle est pas de ce monde. Alors ces guides, comment ils se traduisent? Ils vous envoient des messages? Alors, vous entendez des voix? Comment ça se passe? Oui, donc j'entends. Je suis plutôt d'entendre. On peut avoir des capacités différentes selon les gens. Mais les guides, c'est très long c'est vraiment long à rencontrer parce que j'étais guérie, j'ai eu une vraie opération au Mexique, enfin. Avec des guérisseurs, oui. De l'invisible? Oui, mais à travers un corps physique, avec des vrais. Avec des médecins ou voilà, avec des médecins. Des vrais médecins? Enfin, des médecins de l'autre côté, pas des médecins d'ici. D'accord. C'est dur à expliquer ça. C'est très long à expliquer et c'est peut-être pas une bonne idée tout de suite. Si, c'est une bonne idée. Parce que, donc, comment ça s'est passé? Vous êtes vu en train d'être guéri par l'invisible? Non, on m'a fait avec des outils, avec un scalpel, enfin, avec des vrais outils. Et il reste des marques sur votre corps? Rien. Mais j'en ai eu beaucoup d'expériences comme ça, miraculeuses. Mais ça, ça n'a rien à voir avec les guérisseurs philippins? C'est similaire, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que les Philippins, ils rentrent avec la main, ils rentrent dans le corps physique. Donc c'est similaire, c'est dans cette direction-là. C'est dans la direction de John of God au Brésil, João de Deu. C'est dans cette direction-là, mais pas tout à fait pareil. J'essaye de voir, donc c'était à ce niveau-là? Non, c'était je pouvais plus danser, j'avais les genoux. Ah, c'était un problème de genoux? Oui, mais après il y a eu beaucoup d'autres choses. Mais on ne peut pas trop en parler comme ça. Vous ne voulez pas en parler? Bon, écoutez, je conseille aux auditeurs de lire votre premier livre, qui s'appelle Communiquer avec les animaux. D'accord. Et je raconte un petit peu ma vie avec. D'accord. Ouais. Chatte, grain de sable mouvant, se relie par le poids lourd qui pèse sur la fleur en mouvement. Desséché, effleuré par l'idée que même pas une brindille la frôlerait. Le monde est là, posé, seul, au fond du gouffre, elle est brisée en 2, en 4, en 6, en 1000. Poussiéreuse main, tenant la bouteille à bout de bras, le bouchon à la main. Chat, grain de sable mouvant, les souvenirs passent de bouche en bouche et s'évaporent en le disant. Chat, grinceur en mouvement, on se réanime au bouche à bouche et se donne le mot en se touchant. IDFM, deuxième partie de cette Au-delà du miroir avec Laïla Del Monte, voyage initiatique avec les chats, publié aux éditions Vega. Alors après, on a une petite chatte qui s'appelle Amata. Oui. Donc Amata, c'est Ninja Cat, qui après, son vrai nom devient Amata. Mais Ninja Cat, c'est parce elle disparaît au début. C'est pour ça qu'au début, elle est Ninja Cat, et ensuite, elle est vraiment nommée, on lui donne son vrai nom qui est Amata. Ninja, c'est une ninja. Oui. Vous donnez des noms aux chats qui sont amusants. C'est important de leur trouver un nom qui leur corresponde. Ah oui, bien sûr. Oui. Comment s'appelait le dernier chat que vous avez eu? Ben justement, c'était Sattva. Sattva qui était ce chat-là, celui que j'ai sauvé. Sattva qui veut dire quoi en sanskrit? Sattva, ça veut dire lumière. D'accord. S-A-T-V-A. Alors, S-A-2-T-V-A. De TVA. Oui. Comme bodhisattva, comme un saint, le mot saint, bodhisattva. Oui. C'est un des premiers mots qu'on trouve dans les Yoga Sutras. Oui.
Alors il y a aussi ce chat Irum. Irum, Irum. Oui, Irum, c'est pas le chat, c'est la personne. c'est la personne. Oui. Alors il y a aussi ce chat Aoum. Voilà, oui. Aoum, et puis qui va vous faire découvrir l'amour là avec Irum. Voilà, il y a Sont des messagers. deux grandes histoires d'amour. Oui. Parce que je me suis dit, ça serait quand même bien une histoire d'amour humaine aussi, pas qu'avec les chats. Donc il y a deux histoires. Donc il y a une histoire d'amour dans la partie phénicienne et en fait qui est retrouvée dans la partie hindoue. Et en fait c'est vraiment les mêmes personnages qui se retrouvent dans le livre. C'est les mêmes personnes qui se retrouvent dans des sections différentes, voilà. des vies différentes. Donc ça c'est l'histoire des gitans, on peut dire. Non, l'histoire des gitans, elle est après. Il y a l'histoire des gitans espagnols. Ça, c'est après, c'est plus tard. Irum, c'est phénicien. Ah oui, c'est l'histoire Voilà, de... c'est en fait C'est l'importation des chats les en chats, Espagne. Voilà, les chats sont venus, enfin c'est dans toute l'Europe en fait, et, parce que les Phéniciens, ils avaient les chats sur les bateaux, justement pour courir après les rats. Voilà, pour courir après les rats qui mangeaient les graines et qui détruisaient les cordes qui étaient sur les bateaux. Donc ils avaient des chats. Et en fait, dans tous leurs voyages multiples, ils ont apporté les chats dans tout le bassin méditerranéen. Et donc ça, c'est un des lieux importants où ils sont arrivés, les Phéniciens, c'est Malaga. Donc c'est Malaga maintenant. Voilà, donc c'est les premiers chats en Espagne. Ça, c'est la partie phénicienne. Une belle histoire en tout cas. Oui, avec une histoire d'amour. Avec une histoire d'amour qui se termine bien. Oui, pour une fois. Tout se termine pas bien, vos histoires, mais de toute façon... Oui, parce que dans la vie, il y a sûrement des vies que pas tout se termine bien. Non, mais jamais ça se termine. non, Enfin, ça se termine bien, on retourne vers la lumière, mais Oui. entre-temps, on peut souffrir ou on oui, peut être bien triste sûr. quand ce qui reste. Donc voilà, c'est... Non, mais dans vos histoires, il y a des histoires qui se terminent pas forcément bien, où les chats meurent. Oui, oui. Mais on les retrouve après. Alors, l'importance aussi d'harmoniser son instrument, hein, ça Oui. c'est au niveau de la musique. Voilà, donc ça c'était franchement, c'est quelqu'un aussi que j'adore, qui était professeur de musique de mon fils quand il a été étudié à Dijon, professeur de violon, Jean-François Corvézier, et il m'a dit cette phrase, et j'ai dit, j'ai la clé pour lier la musique avec tout le reste. Et donc ça revient souvent cette notion de harmoniser son instrument, donc dans le sens de vraiment l'instrument parce que le personnage principal est une musicienne, mais aussi soi-même. Soi-même, Voilà. mais on peut descendre les notes de l'alphabet Voilà. en fonction des chakras. Oui. C'est vrai que là on se rend compte on est coincé au niveau du son déjà. On est un instrument. Et après donc on a un chapitre où on a Speranza qui expérimente la vie d'un jeune garçon esclave au temps des heures glorieuses de Pompéi. Voilà, c'est ça. Oui, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours énormément frappé, que j'ai toujours eu cette sensation d'avoir vécu. Et donc là, Speranza, donc dans ce chapitre-là, elle est masculin en fait. Elle est un jeune garçon. Et elle vit et elle est attirée par la musique, mais puisque il devient masculin, il est très attiré par la musique, mais comme il est esclave, il n'a pas accès aux instruments. Mais il a accès à la médecine à travers ses parents, qui sont aussi esclaves. Il va être formé, mais il n'aura pas le temps de se il n'a former. pas le temps. Malheureusement, c'est pas une histoire qui se termine très Oui. bien. On en connaît la suite Oui. de Pompéi, mais bon, c'est une belle histoire quand même. Je dis pas la fin, mais bon, vous la découvrirez dans ce voyage initiatique avec les chats. Après, on part à Sogno. Oui, Sogno. Sogno. Sogno, c'est basé sur un Une histoire grand amour vraie. de ma vie, Oui. qui s'appelait Sueño. Donc, comme elle est italienne, le personnage, Speranza, donc il s'appelle Sogno. Et ça, c'est une histoire réelle. Elle revient dans les temps réels. Celui-là, vous passe- l'avez jamais retrouvé. Non, je ne l'ai jamais retrouvé. Ça a été la grande souffrance, une des grandes souffrances de... Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui, C'est pire que de C'est horrible. retrouver son chat mort écrasé par une voiture. Oui. Au moins, on peut faire le deuil. Voilà, c'est ça. Là, c'est pas possible. Alors, Amande de Sekhmet, Aoum, Amos et Mélano, Mélalo, oui, ça c'est... Mélano, on il y n'en a a eu pas des encore gitans, parlé, proviennent sûrement de la même essence. J'en suis persuadée. Aussi, je sais qu'ils existent encore. Alors, Mélalo, on n'en a pas encore parlé. Oui.
Oui, donc Melalo, c'est le chat. Donc c'est l'histoire des gitans qui arrivent en Espagne, Voilà. de leur arrivée. Donc là, c'est avec une personne qui est guérisseuse. J'ai voulu lier les thématiques de la musique, la danse et La guérison. et la guérison. Donc il y a pas mal de messages cachés dans le livre, des messages de l'autre côté. C'est tout comment on dit, infiltré dans les contes. Et donc Melalo, oui, c'est la traversée en fait de l'Espagne pour arriver à Jaén. Et donc ils vont justement retourner, ils essayent d'aller sur Malaga. Donc c'est le lien avec la partie phénicienne. Voilà. Et c'est un chat qui est sauvé. Donc c'est la thématique de la superstition avec les chats noirs, etc. Oui, tout à fait. Et les races qui ne sont pas acceptées comme les gitans. Alors, elle vient d'où cette superstition des chats noirs? Ah ben ça, elle a existé, enfin, sauf en Égypte. Mais ça, tout le Moyen-Âge, ça a été... Avec la chasse aux en Europe, sorcières. c'est terrible, ah oui. Mais même jusqu'à nos jours aux États-Unis. Jusqu'à nos jours aux États-Unis, en Europe aussi, partout. Aux États-Unis, alors, qu'est-ce qui se passe avec aux les chats États-Unis, noirs? parce que moi j'ai eu un chat noir, j'ai eu Noche, et j'ai eu un petit chat noir que j'avais sauvé, et qui était criblé de balles. Oui, vous la racontez. Oui, je la dans raconte, là, l'histoire. sauf que là elle est devenue blanche pour le livre, mais elle était criblée de balles, c'était horrible. Et ils font des tonnes d'horreurs que je ne vais pas raconter avec les chats noirs. Mais il y a des horreurs sur l'internet avec des c'est chats, horrible. des chiens. Il y a des gens qui sont vraiment fous, Oui, quoi. C'est à se demander que c'est vraiment une horreur. Oui. Donc les chats noirs, moi il me reste un chat noir Oui. que j'ai appelé Kali, Oui. parce qu'elle est toute noire, comme la nuit. Oui. C'est va vrai bien, que ça fait Kali. sorcière. Hein, Oui. ça. Oui, les gens pensent, ils associent alors que c'est absurde, c'est complètement absurde. Melalo me fait singulièrement penser à Dolce, un petit chat blanc. Oui. C'est donc le chat dont vous Oui, parlez. donc c'est Dulce. Elle s'appelait Dulce, et donc je l'ai mis en espagnol, Dolce. Mais elle s'appelait Dulce. Et elle était parce que après tout ce qu'elle avait vécu dans ma vie, c'est une vraie histoire de Dulce. C'était elle était criblée de balles et après tout ce qu'elle a vécu, C'était pas des BB balls en anglais. C'est des balles de. C'est des enfants qui ont dû faire Ouais. ça, parce que c'est des petites balles de plomb. Mais effectivement, il y avait une balle donc il y a eu un vétérinaire bénévole, bienveillant bénévole, qui avait tout enlevé, mais il y avait une balle qu'il n'avait pas pu enlever. Et donc il allait voyager sur. Et on savait que, voilà, à l'époque, on savait que cette balle allait voyager. Et elle a voyagé jusqu'au cœur. J'ai jamais su parce elle aussi, elle a disparu, cette chatte. Mais il paraît qu'ils vont mourir ailleurs, les chats. Ils veulent pas mourir chez nous. Oui, Ils mais se là, cachent pour mourir. dans son cas, elle était très jeune, elle avait vraiment été guérie. Elle aussi, c'était une des histoires de guérison. Et c'est là où miraculeuse. vous avez les mains qui chauffent. Oui, voilà, avec elle, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup appris avec elle. Elle a aussi beaucoup changé ma vie, Dolce. Je parle d'elle dans le premier livre, je crois, aussi. Donc c'est là où vous avez les mains qui chauffent. Oui. Hein, les mains qui. Alors, Amrita. Amrita, donc ça, c'est la partie en Inde. Donc ça aussi, ça a été très facile. L'écriture, c'était vraiment étrange, comme ça allait tout seul. Et c'était incroyable, parce qu'il y en a où ça va plus seul que d'autres. Et là, on retrouve l'histoire d'amour, donc des Phéniciens. Donc il y a une retrouvaille. Et Amrita, ça représente ce nectar de vie et cette lumière d'être et ce nectar de vie. Le petit chat qui est aussi sauvé. Qui est aussi sauvé. Et c'est l'histoire d'une courtisane qui est en Inde. Alors, le maître Xangxi, Oui, vous l'avez connu? Alors, je l'ai connu. Il est basé un peu sur mon premier grand maître de Qigong, Master Zhu, qui m'a guéri d'ailleurs. C'était le premier qui m'a guéri. Et il mettait la main comme ça. Je parle de lui dans le premier livre. Et ça sortait du feu. Il pouvait me faire prendre les choses en feu. C'était un grand maître qui avait échappé la Chine, mais qui à l'époque, quand il était encore en Chine, il allait il voyageait partout et il guérissait les gens. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est beaucoup basé sur lui. Et ce que j'ai appris avec lui. Il vous a dit peut-être qu'un jour tu rencontreras un immortel. Oui, il y a beaucoup de choses proches, de choses qu'il m'a dites. Enfin, il ne parlait pas anglais, à l'époque, il parlait que chinois. Donc c'était traduit... Par une traductrice. Oui, par une Vous traductrice. dites, j'écoutais la voix de la traductrice tout en regardant dans ses yeux. Le temps n'est pas ce qu'il te semble, Speranza.
Il n'y a ni avant ni après, car le temps existe simultanément. Chaque vie n'est qu'un soupir, une exhalaison dans le temps, le secret de t'harmoniser avec toi-même. Alors si chaque vie n'est qu'un soupir, ça voudrait dire qu'on revit un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que ce que je pense, après on peut rien affirmer, mais chaque vie c'est des découvertes et des expériences jusqu'à ce qu'on continue à évoluer à travers chaque vie. Mais on retrouve les êtres qu'on aime. Et donc c'était cette thématique-là, c'était la thématique du voyage à travers le temps et aussi les retrouvailles avec les êtres qu'on aime, donc dans les chats qu'on a aimés. On les retrouve peut-être pas nécessairement dans cette vie-là, mais peut-être dans d'autres dimensions, mais on retrouve. Alors, est-ce que c'est toujours le même chat alors qu'ils ont des caractères différents? Oui. Alors moi, ce que je voulais surtout pas faire, c'était un livre de réincarnation avec le même chat qui revient. Oui. Parce que je pense qu'il y a des facettes différentes d'une essence. Ils ont peut-être un enseignement à nous donner sur plusieurs niveaux. Il y a plusieurs, oui. On peut à travers chaque chat, on découvre d'autres choses. On vit une autre forme d'amour, d'autres expériences. C'est beaucoup plus subtil, donc c'est pas le même chat qui se réincarne à chaque fois. Mais parce que nous, on voudrait, parce que l'amour est tellement grand, par exemple pour un, on pense qu'il faut retrouver exactement cet amour-là. Alors que cet amour-là, d'abord, il est infini et on le retrouve de toutes les façons. Mais il y a tellement d'autres amours extraordinaires qui se complémentent tous. C'est ça que je voulais... Alors vous êtes passé de l'autre côté. Vous n'êtes pas resté longtemps de l'autre côté du miroir. Alors, il y a eu les expériences un peu de mort, très brèves, mais il y a surtout les années avec les expériences de lumière et les médecins. Et est-ce que vous avez vu des animaux là-haut? Très peu, mais un jour j'ai demandé aux médecins, je leur ai dit, est-ce que, parce que ça c'était ma grande question. Moi aussi j'en ai une là-dessus. Je veux savoir, est-ce qu'on retrouve les animaux? Alors il m'a pas répondu, il m'a dit, et toi qu'est-ce que tu penses? Ça c'est comme ça avec eux. Ils répondent souvent comme ça. Je dis, moi je pense que oui. Je pense que oui, parce que s'il n'y a pas, c'est l'horreur. Alors il a dit, voilà, tu as répondu à ta question. Alors, tous ces chats que vous avez rencontrés, et moi, tous les chiens que j'ai eus et les chats que j'ai eus, est-ce qu'ils vont bien s'entendre là-haut si d'un seul coup j'ai une meute derrière moi? Alors, ils sont peut-être pas dans les mêmes fréquences. Et d'abord, je pense, d'après ce que j'ai appris. Je dis pas, j'ai vraiment pas la vérité sur rien. D'après ce que j'ai appris avec les êtres de l'autre côté, on retrouve surtout ceux avec qui on a eu un lien très 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 fort. Donc c'est pas nécessairement qu'on va retrouver tout le monde. Ah ben, on a eu, enfin les chiens voilà, qu'on a, mais il y en a quand même pas mal. Oui, et ils sont peut-être pas tous sur les mêmes dimensions et les mêmes fréquences. Donc nous, on va sur certaines fréquences, et après on va à d'autres fréquences. Et ça se passe un peu comme ça. Mais ça serait sympa de les retrouver tous. Mais voilà, je me demande, est-ce que, par exemple, j'avais un labrador qui ne supportait pas les chats. Donc ça va être, ça me semble un peu c'est compromis, compliqué à appréhender avec notre esprit d'ici. Mais c'est de l'autre côté c'est pas la même chose. De toute façon c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'ici, bien que par exemple les gens qui décèdent, ils maintiennent quand même des caractéristiques de leur façon d'être quand ils étaient ici. C'est pas parce qu'on décède que tout d'un coup on est des saints illuminés. On continue notre évolution simplement dans une autre dimension. Bon, ça serait bien qu'on les retrouve à un moment. Je pense que oui. Alors, dans votre livre, vous dites qu'il faut aimer sans posséder, aimer et laisser libre, libre de vivre, libre de partir, libre de mourir. Voilà. Oui, ça, c'est la grande leçon très difficile très difficile. De laisser partir pour les animaux, les gens avec les animaux. D'abord, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs animaux de perdus, pas de perte de mort. Très très difficile d'accepter, comme ce qui m'est arrivé avec Soignon, de pouvoir se dire il faut que je lâche, il faut que je laisse parce que c'est son destin peut-être, je sais pas. De partir. Voilà, de partir. Peut-être qu'il y en a qui vont vivre autre part avec d'autres expériences et ça fait partie de leur chemin de vie et arriver à sortir de cette possessivité d'amour qu'on a et d'accepter ce destin, c'est pas facile. Accepter le départ vers l'autre côté, accepter l'absence. C'est très très difficile. C'est très difficile. Et accepter de ne pas trop se sentir coupable quand il y a une maladie. Tout le temps.
Mais moi, je peux vous dire, même moi, vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup d'expérience avec l'au-delà et de lumière. Et j'ai vécu dans mes cellules cet amour qu'il y a de l'autre côté. C'est des expériences d'extase extraordinaires. Et même comme ça, eh ben, chaque perte, on est face à ce vide horrible. Même en sachant, c'est pas suffisant. Même si on sait l'amour et qu'on le vit et qu'on sait ce que c'est, la perte, c'est la perte. Oui, c'est le vide, c'est l'horreur. La mort, c'est l'absence. C'est très difficile. La mort, c'est l'absence. C'est l'absence, oui. C'est l'absence de corps. Oui. Oui, qu'on ne peut plus caresser, on ne peut plus toucher, on ne peut plus tenir, on ne peut plus... Voilà, c'est très difficile. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Troisième et dernière partie de cette émission, dans Au-delà du miroir, ce soir avec Leïla Delmonté, on poursuit notre voyage initiatique avec les chats. Donc c'est la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens qui viennent de perdre un animal, par exemple? Oui, ben justement, je viens d'avoir une personne ce matin, la pauvre, parce que le chat est mort d'un pif. La pauvre, elle était en larmes, c'était horrible. Alors, du coup, j'ai pleuré aussi. C'est horrible. Moi, je pense que la seule chose... Donc, d'abord, il faut vivre le deuil. C'est pas la peine de faire semblant. Non, il faut pleurer. Il faut se laisser, il faut pleurer. On est face au vide, on a les expériences d'anxiété, du vide, tout ça. De colère, de déni, de injustice. Enfin, tout. On est obligé de passer par là. On peut pas... Mais après, je pense qu'il faut guider son esprit, si on y arrive, vers la notion que de l'autre côté, ils sont bien. De l'autre côté, ils sont bien, ils sont heureux, ils souffrent plus. Et quand notre esprit retourne tout le temps, notre esprit, il va dire, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais été voir l'autre vétérinaire, si ceci, si cela, et c'est de ma faute, j'ai laissé la porte ouverte, j'ai fait ci, j'ai donné ce médicament. Voilà, notre esprit, il va faire ça. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est une pratique, c'est pas facile. Mais quand notre esprit commence à aller là-dedans, c'est comme une forêt noire, obscure qui va nous engloutir. Quand notre esprit fait ça, il faut guider notre esprit vers toujours ce rappel de « il va bien maintenant ». Il est heureux maintenant, c'est un lieu d'amour, un lieu de bien-être, un lieu d'harmonie, un lieu de bonté, un lieu de bienveillance. Alors le fait qu'on le sent encore dans la maison ou que l'autre chat qui est dans la maison le voit, oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'est pas si bien là-haut. Ah si, bien sûr qu'ils sont bien. Mais il y a un certain temps quand même, juste après un décès, il y a un temps où les esprits, ils restent quand même dans cet astral et donc ils restent proches de la personne parce que pour consoler, pour finir les choses, pour être proche. Donc il y a quand même un certain temps. Le définir en temps humain, c'est difficile à expliquer, ça peut être de 3 semaines à 3 mois à peu près. Mais il y a un temps vraiment où l'être reste dans cette partie astrale. Ensuite, il voyage autre part, d'après ce que j'ai appris moi, dans des lieux où on s'occupe d'eux. C'est comme ce que j'appelle dans le livre Chevaux, j'ai appelé ça des cliniques. Comme les humains d'ailleurs. Comme les humains, où c'est des lieux où on les remet. Surtout quand il y a eu beaucoup de souffrances, quand il y a eu des maladies, des traumatismes graves, des tragédies, ils sont reconstruits en quelque sorte. Et ensuite, ils réintègrent la fréquence qui leur correspond. Ça, c'est les mots, les termes des médecins du ciel. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas d'âme animale, que ce sont des égrégores, enfin qu'il n'y a pas d'individualité dans l'animal? Non, alors moi personnellement je ne suis pas d'accord. D'après ce que j'ai pu expérimenter, donc je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais les animaux, ils ont complètement leur individualité. Alors peut-être que oui, ils peuvent appartenir à des groupes, mais nous aussi on appartient à des groupes, nous aussi on a des tribus auxquelles on appartient, de l'autre côté, des groupes d'âmes qui se retrouvent régulièrement, et on a quand même notre individualité quand on vient ici. Et là-bas, jusqu'à ce que peut-être que quand on est vraiment, vraiment très, très évolué, il n'y a plus cette personnalité, cette individualité, c'est différent. Mais les animaux, pareil, pour moi, ils ont des individualités, ça, c'est clair et net. Oui, si on en a eu plusieurs, on s'en rend compte. On le sait complètement, bien sûr, bien sûr. Ok, donc laisser partir le chat
en le voyant. De toute façon, il nous envoie des messages dans les jours qui suivent. Ah mais je pense que oui, je suis sûre que oui. On se retrouve avec des photos qui sortent c'est des incroyable. tiroirs qu'on avait oubliés. Ah oui, non mais c'est incroyable. Ouais. Et le nombre d'histoires, donc ça j'en raconte beaucoup dans le troisième livre, Les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Donc il y a toute la fin du livre, c'est les signes. Parce que c'est important pour les gens de comprendre ça et de connaître ça pour qu'ils sachent que c'est pas que eux ils sont complètement fous, mais que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Et donc oui, les signes c'est pour dire je suis encore vivant, ma conscience est là, regarde. Et Je suis pas loin. Je suis pas loin. Il y a des choses extraordinaires, il y a des gens qui ont des expériences extraordinaires. Alors, est-ce que les chats sont plus bavards, on peut dire, que les chiens là-dessus? Non, c'est différent. C'est juste différent. C'est comme une pomme et une orange. C'est pas pareil. On peut dire quand même qu'en ce qui concerne la France, il y a plus de chats maintenant que de chiens. Il me Ça semble s'est que inversé. Oui, il me semble qu'on m'a dit ça. Ça s'est inversé et ça vient de quoi, ça? Du fait C'est que... bizarre, hein, ouais. oui. Je pense, c'est à Paris que c'est comme ça ou c'est toute la France? C'est toute la France, je Ah oui? pense. Ah, je sais pas. C'est le fait qu'on soit moins paysan, peut-être, parce qu'il faut le Peut-être. sortir, le chien, c'est peut-être... Voilà, peut-être que c'est parce que c'est plus simple pour les personnes. C'est pas la même énergie. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime tout. J'aime tout. Tous les animaux. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce que vous êtes en train d'entreprendre maintenant, Leïla Delmonté? La première, c'était votre premier livre, c'était sur la communication animale. Le second, Le deuxième, c'était Little Wolf. Little Wolf, ça Sur les loups c'est mon livre préféré. Sur Non, les c'est loups pas sur les loups, c'est le personnage qui s'appelle Little Wolf. Et c'est un petit garçon amérindien, enfin avec une partie de sang amérindienne, et qui reçoit une visite d'un loup. Donc c'est basé sur des faits réels que j'ai vécu moi. Et à partir de là, il y a toute une initiation pour ce garçon pour devenir homme médecine. Et donc beaucoup de personnages sont des personnages réels, puisque j'ai beaucoup été au Montana et j'ai beaucoup expérimenté la tradition amérindienne, même si moi je suis versée dans la tradition plutôt Hindouiste, hindoue. Oui. Et là, dans ce livre-là, il y a beaucoup de messages de l'autre côté, donc des médecins du ciel et d'autres. Dans tous les livres de toute façon. Ça c'est le deuxième livre. le C'est mon bébé. troisième, C'était mon premier bébé. et le troisième. Alors le troisième c'est Les animaux, leur chemin vers l'autre monde, et qui a été difficile à écrire parce que c'était le thème du départ, de la mort, du départ, mais aussi avec tout l'après-vie. C'est un gros paquet, C'est un gros livre. un gros livre. J'ai pris du temps pour le mettre. Je voulais vraiment mettre le plus de possibilités de choses pour aider les personnes à faire face au départ, parce que c'est vraiment difficile pour les gens. Donc je voulais vraiment leur donner le plus de herramientas, outils, le plus d'outils possible pour les aider à faire face à ça. Aussi beaucoup de messages dedans pour les aider. Donc c'est en caractère gras en général dans les livres, quand c'est les messages. Ensuite c'est Quand le cheval guide l'homme. Alors ça c'est deuxième bébé. Alors j'adore les chevaux et c'est aussi pareil sous forme de roman fictionnel. J'adore écrire. Mon père était écrivain, je ne pensais pas que j'allais écrire un jour. Hein. J'aurais jamais pensé. Et ça c'est pour les chevaux. C'est l'histoire d'un cavalier et ça, son départ de l'autre côté. En fait, il meurt. Enfin, il ne meurt pas, puisqu'il revient, mais en fait, il a un accident, et donc il part de l'autre côté, et c'est les rencontres avec les chevaux de personnages célèbres. Donc le cheval du Bouddha, le cheval de Lao Tzu, enfin des choses comme ça. Les chevaux de l'Apocalypse. Là, ils ne sont Peut-être pas dedans, mais ils Mais auraient pu. c'est vrai que le cheval aussi, c'est un animal qui nous amène dans d'autres mondes. Hein. Ah oui. Il est censé même nous montrer la mort. Ah mais oui, et ça, ce livre aussi, il a coulé de source. Tous les romans, ils coulent de source. Ça va tout seul, c'est incroyable. Ça, c'était le quatrième, donc celui-là est le cinquième. Et après ça, il y a eu le coffret, l'oracle des animaux sacrés. Donc ça, j'adore la mythologie. Et je voulais pouvoir donner aussi des messages d'aide pour ouvrir son intuition et pour le développement de soi, mais beaucoup pour ouvrir son intuition, avec les très belles illustrations de Jamie, qui était une étudiante de danse à moi, mon étudiante de danse préférée. Et voilà, et ensuite c'est les chats. Ça, c'est le dernier. Et là, vous voulez pas nous dire ça, donc c'est le sixième. Ça fait combien? En tout, ça fait 6 avec le coffret, je crois, oui. Ouais. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Voilà, c'est le sixième. C'est ça. C'est le chiffre des anges. Voyages initiatiques avec les chats sont publiés aux éditions Vega. Leïla Delmonté,
On peut vous retrouver sur Internet, il y a beaucoup de vidéos. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Votre site aussi? Oui, alors je pense que pour les personnes qui commencent, peut-être le plus intéressant, c'est vraiment de regarder le documentaire de France 5. Parce que ça... Il est sur YouTube? Il est sur YouTube et il est sur mon site. D'accord. Et c'est celui qui est marqué France 5. Parce qu'il y a autre chose qui est marqué dans la peau des animaux. C'est un trailer et c'est pas marqué France 5. Parce que celui-là, il ouvre vraiment à l'ouverture des pensées, des émotions et de la conscience. Donc c'est ou lire le premier livre communiqué ou regarder le documentaire. C'est parce qu'on pense toujours qu'il n'y a que les chiens et les chats et les chevaux. Non, mais il y a tous les animaux ont une conscience. Tous. Oui. Et puis ce sont des messagers, les oiseaux arrivent souvent chez nous. Oui. Il y a franchement, si on écoute aussi ce que disent les oiseaux, ils ont plein de choses à nous dire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, les poissons sont moins bavards. C'est différent. Mais là, il y a une partie dans le documentaire sur les corbeaux qu'on a filmé en Allemagne. C'est très froid au mois de mai. Je me rappellerai. Et c'était extraordinaire comment ils construisent des outils, comment leur intelligence... Ils savent compter aussi. C'est incroyable, Ils savent compter jusqu'à 11, je crois. Ça, je sais pas, nous, on a vu les expériments, on l'a filmé. Et la femme qui faisait l'expériment, elle faisait partie de la royauté, c'est une femme incroyable aussi. Oui, j'avais entendu une histoire qu'ils savent compter le nombre de chasseurs qu'il y a. Ah oui. Et qu'après 11, ils ont du mal. Mais sinon, ils préviennent les autres ils préviennent qu'il y a des chasseurs et ils donnent même le nombre de chasseurs. Ah oui, non, mais la connaissance que les animaux, l'intelligence, la perception, ce qu'ils sont, on est très 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 loin de savoir, nous. Parce que nous, on regarde tout à travers notre filtre humain. Donc on ne peut pas connaître. Et c'est pour ça que quand ils font des expériments sur les animaux en laboratoire, comme on voit dans le film... C'est une horreur. Mais même ceux qui sont supposément bien avec la bonne traitance, ils ne peuvent pas comprendre l'intelligence animale puisqu'ils essayent de le calculer à travers l'intelligence humaine. Et c'est une autre forme d'intelligence qui est très vaste. Qui est peut-être moins destructrice que celle des humains. Je pense que oui. Alors, est-ce que vous avez une phrase pour terminer l'émission? Une phrase pour terminer l'émission. Ce que je pense, enfin c'est une croyance et c'est ce qui me mène dans ma vie et qui me donne toute l'énergie pour faire tout ce que je fais, c'est que je pense que si on arrive à comprendre cette conscience animale et à la sentir à l'intérieur de soi, ça va obligatoirement nous mener vers de la compassion et ça nous mène vers la compassion de tous les êtres vivants, l'esprit vivant de toutes les choses. Et je pense que c'est notre devoir, notre rôle de chercher à comprendre cette conscience animale. C'est pour ça que je fais tout ça, que j'enseigne, que j'écris, que tout ce que je fais. Vous dansez encore? Beaucoup moins. Il faudrait. Oui. Oui, parce que vous dites que le chat, finalement, c'est un très bon danseur. Mais il faut le prendre. Oui. Parce que dans la danse, vous dites qu'il n'y a pas meilleur danseur qu'un chat. C'est tellement félin. Ils sont tellement beaux. Ouais, ils savent tellement se mouvoir. Ah, mais c'est extraordinaire. Même quand ils vieillissent, on a l'impression qu'ils restent jeunes. Ils sont toujours beaux. Ouais. Les chats sont toujours beaux, tous. Tous. C'est toujours de l'émerveillement. Même les malades. Moi, j'ai vu des chats, mais vraiment malades. Mais il y a toujours cette sensation d'émerveillement en face à eux. La belle note, c'est qu'on a beaucoup d'apprentissage et c'est notre responsabilité de le faire. C'est nous qui devons, c'est pas eux qui doivent venir vers nous, c'est nous qui devons aller et apprendre cette conscience. Vers les chats, mais c'est eux qui viennent souvent, c'est souvent eux qui viennent vers nous quand même, les chats. Oui, ils apparaissent dans notre vie, oui. Souvent. Mais ça, c'est pour tous les animaux. Notre devoir, c'est d'aller et connaître cette conscience. Une citation? Une citation. Alors, je ne suis pas très douée pour les citations, mais ma citation préférée dans le monde entier, c'était celle de Yogananda. Donc, en anglais, c'est... Je la dis en anglais? Oui. He who perceives me everywhere and beholds everything in me never loses sight of me, nor do I ever lose sight of him. Donc ça veut dire, qui me perçoit, donc c'est le Créateur, partout et me voit en toutes choses, ne me perd jamais de vue et moi je ne le perds jamais de vue. Ça veut dire qu'on voit le Créateur en toutes choses. Donc pour moi le Créateur c'est l'esprit vivant de toutes choses. Et dans toutes les choses, et dans tous les animaux, et dans toutes les choses. Merci Laëla Del Monte, voyage initiatique avec les chats chez Vega. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. M'envole, détaché, libéré, à jouer, gigoler, sautiller, gambader, sur ce chemin tout est bien. Vas-y, prends ma main, viens.
tu savais